Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, regardons le sommaire. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, comment améliorer le niveau et l'attraction du championnat national. Il en sera question dans le focus avec le président de la Ligue professionnelle de football, Salif Bictogo. Avec le recrutement de Serhou Guirassy, Sébastien Haller doit-il envisager un départ? C'est notre actu. Très bonne soirée sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est parti pour une heure d'émission en votre compagnie. Et bien sûr, comme annoncé dans le sommaire, on aura un invité pour le focus de ce soir, à savoir M. Salif Bictogo, président de la Ligue professionnelle de football. Et bien sûr, la question à LGT de ce soir, je vous la redonne donc. Borussia Dortmund, avec le recrutement de Serhou Guirassy, Sébastien Haller doit-il envisager un départ? Vous pourrez bien sûr participer à l'émission dans quelques minutes. Avec le numéro de téléphone de la 3, je vous le donne, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Voilà. Et l'équipe de ce soir, bon, je serai accompagnée de Balou. Balou, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. Coach Kouadio-Georges, bonsoir. Bonsoir, notre toute belle Marie-Christine retrouvée. Retrouvée. Effectivement, vous l'avez bien dit, retrouvée. Voilà, je suis de retour. Merci. Bon, la voix un peu cassée, mais bon. Mais c'est pas grave. Ça va. Les auditeurs t'entendent bien et c'est tant mieux. Voilà, voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous. Allez, on commence avec la première rubrique et c'est LGT News. On y va. LGT News. Première édition, Maramonde 2024, les différents pays édifiés, la Côte d'Ivoire avec le Cameroun. La ville d'Abidjan abritera du 25 septembre au 7 octobre prochain la première édition de la Coupe du Monde de Maracana dénommée Maramonde 2024 au Palais des Sports de Treichville. Les 16 pays, dont 10 Africains, 2 Européens, 3 pays d'Amérique et 1 des Caraïbes, prendront part à cette joute internationale. Pays hôte du tournoi, la Côte d'Ivoire est logée dans la poule A en compagnie du Gabon, du Cameroun et de la Belgique. La poule B est composée du Bénin, de la Guinée, de la France et de la Jamaïque. Quant à la poule C, elle sera animée par le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal et la Guinée-Bissau. La poule D sera l'affaire du Mali, du Canada, des États-Unis et du Brésil. LGT News. Maracana. MC 180 de Yopougon bat les amis du 16e en finale de la nationale Nzassa. Les clubs MC 180 et les amis du 16e se sont affrontés le samedi 20 juillet en finale de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire dénommée la nationale Nzassa. La surprise est venue du côté de MC 180 qui a battu 1-0 les amis du 16e, maintes fois vainqueur de l'épreuve et l'une des meilleures formations de Maracana de la place. Son président, évidemment enthousiaste, a livré quelques mots à notre micro. Nous pourrons que dire félicitations aux joueurs, remercier tout le club, l'ensemble du club, les dirigeants, les juniors, les vétérans. Voilà que la Coupe nationale vraiment revienne à la maison. C'est le fruit du travail. En somme, une bonne saison pour le capitaine Tiama Romeo et ses coéquipiers qui essuient là leur frustration en terminant de justesse deuxième nationale chez les seniors. De son côté, M. Adama Doumbia, représentant le ministre délégué des Sports et du cadre de vie, a salué le travail abattu par la FIMADA pour la pérennisation de la discipline. C'est l'aboutissement d'une saison. On a vu des matchs assez intéressants, des matchs de qualité, de l'engagement physique important. Mais au-delà de l'enjeu, on a vu toute la fraternité, la convivialité entre les différents adversaires qui ont produit un jeu assez plaisant. Et c'est pour le bonheur du Maracana et c'est pour l'honneur de la Côte d'Ivoire. Cette finale intervient au moment où tous les regards sont tournés désormais vers la première édition de la Coupe du Monde de Maracana qui se tiendra à Abidjan du 24 septembre au 5 octobre 2024. LGT News. Natation, le CESK, champion de Côte d'Ivoire.
La saison sportive 2023-2024 de natation a pris fin le vendredi 19 juillet dernier avec la Coupe Marie Tagro, directrice régionale des sports de la région des Grands Ponts. Au terme de cette dernière course à la piscine municipale de Dabou, c'est le club du CSK qui s'est imposé au niveau national par équipe. Au plan individuel, la catégorie des mini-poussins garçons a été l'affaire de Shérif Akil. Chez la mini-poussin filles, Koné Prunel a été la plus rapide. Au niveau des poussins garçons, Akessé Jean a dominé les débats alors que chez les poussins filles, Ouattara Yenita s'est bien illustré. La catégorie Benjamin garçons et filles a vu les succès de Ouattara, Doulourou et Adima Marie. Chez les minimes garçons et filles, Toku Emmanuel et Inaya Diaby sont montés sur la plus haute marche. Le titre du meilleur entraîneur a été attribué à Avi Fabrice. LGT News. Rallye SSV, le ministre Adjessila Smetch réceptionne le Grand Prix Alassane Ouattara. C'est dans son bureau que le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjessila Smetch, a réceptionné le Grand Prix Alassane Ouattara offert par la Fédération ivoirienne de rallye SSV. C'était le jeudi 18 juillet à l'occasion d'une sobre cérémonie. En effet, comme promis lors de la dernière compétition de rallye SSV organisée à Dabou, le 17 juillet dernier, le président de la Fédération ivoirienne de rallye SSV, Aka Bosson, avait pris l'engagement d'honorer le chef de l'État. Cette promesse a donc été tenue. Vous êtes une fédération vivante. Je tiens à vous féliciter d'avoir organisé votre compétition à Dabou malgré les intempéries. C'est un honneur de recevoir ce prix destiné au président de la République. C'est réjoui le ministre. A noter que le président Aka Bosson était accompagné de sa vice-présidente chargée des compétitions et de la promotion du genre, à savoir Matt Rabiossi. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien dans votre émission La Grande Team. Une information complémentaire pour vous, très chers téléspectateurs. On a appris ce week-end le décès de l'entraîneur adjoint du stade d'Abidjan, Guèye Senghor Servère, des suites de maladies. Bon, encore un malheur qui frappe le monde du football. Coach Kouadio Georges. Oui, c'est avec une grande consternation que j'ai appris avec mes collègues le rappel à Dieu de notre collègue Servère Guèye Senghor, qui était précédemment entraîneur des U20 du stade d'Abidjan, qui était aussi adjoint à l'équipe professionnelle du stade d'Abidjan et secrétaire général adjoint du syndicat national des entraîneurs de football de Côte d'Ivoire. Et vraiment, il avait une petite maladie et nous sommes allés lui rendre visite. Nous avions pensé que ça allait être passager. Il a été admis au CHU et puis malheureusement, il a succombé de cette maladie. C'est avec beaucoup de peine que j'apprends le rappel à Dieu de ce collaborateur qui a été honnête, franc, de tout le temps qui était avec le syndicat à la base même de sa création. Ouais. Et c'est vraiment une triste nouvelle, Coach Kouadio Georges, en tout cas que son âme repose en paix et condoléances à toute sa famille biologique et aussi professionnelle. Jean-Philippe, oui. Écoutez, c'est toujours avec tristesse qu'on apprend ce genre de nouvelles. Je ne vais pas faire long. Je pense que le coach qu'il a connu et côtoyé nous a dit même en off tout le bien qu'il pensait de l'homme. Et donc, je vais m'associer à ces propos pour présenter mes condoléances à sa famille biologique, à sa famille sportive et au monde sportif ivoirien. Voilà, et puis, excusez-moi avec le souci à la gorge, et puis la première édition Maramonde 2024. On en parle aussi. Maramonde 2024, première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Le Maracana Made in Côte d'Ivoire a fait son chemin après le Maracan, organisé depuis plusieurs éditions dans divers pays africains. Le Maramonde maintenant, on va s'organiser et pour la première fois en Côte d'Ivoire. Dans l'historique de cette compétition, le Canada avait été choisi dans un premier temps comme le territoire qui devait accueillir la première édition de cette compétition, mais après des négociations, il s'est avéré judicieux que le pays qui a vu naître cette discipline sportive puisse accueillir la première édition. Et la Côte d'Ivoire, donc, qui a bien évidemment le siège mondial du Maracana, grâce à l'accord de siège signé
avec la Fédération internationale de cette discipline, va donc organiser cet événement du côté du Palais des Sports de Treichville. Et pour cette première édition, 16 nations sont annoncées. Sur ces 16 nations, il y aura 10 pays qui viennent du continent africain et 6 pays des autres continents, dont 3 du continent américain, le Canada, les États-Unis et le Brésil. Et du côté de l'Europe, on aura notamment la présence de la France, de la Belgique, et sans oublier du côté des Caraïbes également la présence du pays d'Usain Bolt, Jamaïque. Et voilà, du côté africain, on aura bien évidemment les habituels et habitués de la Maracan. Il y aura la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun, le Togo. Et voilà, et je pense qu'on aura une très belle compétition. On connaît déjà la qualité de nos athlètes. Oui. Et on espère que pour cette première édition, tout comme les éléphants footballeurs, les éléphants maracaniers conserveront le trophée sur les bords de la lagune Ibri. On espère, on croise les doigts en tout cas. Et puis Tour de France, Balo, on en parle. Vous parlez de Tadej Pogačar, le Slovène qui a remporté son 3e Tour de France. Il faut savoir qu'il est coureur cycliste professionnel depuis 2019 et depuis lors, il enchaîne les titres. C'est 26 étapes remportées dans les grands tours. Donc, félicitations au Slovène qui a déjà été par ailleurs champion de Slovénie sur route en 2023, champion de Slovénie du contre-la-montre à 3 reprises également. C'est sans doute le futur, tout simplement, Jan Ullrich ou tout simplement les Eddy Merckx qui ont marqué le Tour de France. Et bien, bravo aux Slovènes qui, par ailleurs, ne participera pas aux Jeux Olympiques. Là, c'est un grand, on va dire, c'est dommage parce qu'il aurait tout simplement illuminé le Tour de France de son talent, mais pour cause de fatigue, il ne participera pas aux Jeux Olympiques, malheureusement. Malheureusement, et c'est bien dommage. Jean-Philippe, vous ajoutez? Oui, bien sûr, parce que ces Jeux Olympiques se déroulent à Paris, en France, là où il a triomphé. Bon, peut-être qu'il n'a pas envie de refaire le même tour. Mais bon, je pense que la vie est plausible. Il est vraiment fatigué. Il a une saison vraiment extraordinaire. Et il a réalisé le doublé. Il faut savoir que les Giro, c'est le Tour d'Italie. Et le Tour de France, ce sont les 2 tours majeurs de cyclisme dans le monde. Et rares sont les athlètes qui parviennent à réaliser ce doublé-là. Ça démontre la grande qualité de l'homme. Et on a aussi le cycliste érythréen, Balou. Oui, Binyam Girmay qui a eu le maillot vert, c'est-à-dire le maillot du meilleur sprinter. Il faut savoir qu'il est le premier coureur africain, sinon le premier coureur noir à avoir cette distinction, à avoir ce statut de meilleur sprinter. C'est un exploit réalisé par l'Érythréen. On rappelle que son pays est un pays de cyclisme depuis l'indépendance, depuis 1889. C'est-à-dire la tentative, sinon depuis la colonisation en 1889 et l'accession à l'indépendance en 93. C'est une culture donc cycliste en Érythrée. Il a su s'appuyer donc sur ce qu'il a appris au niveau de l'Érythrée, au niveau du cyclisme, pour pouvoir se projeter sur le plus grand tour au monde, le Tour de France. Il a remporté des victoires d'étapes essentielles, ce qui lui permet donc de pouvoir avoir ce prix du meilleur sprinter. C'est de bonne guerre. On espère qu'il y aura d'autres coureurs africains qui vont pouvoir s'inscrire dans ce Tour de France et avoir plusieurs maillots. Il faut se rappeler que, hormis le maillot du meilleur sprinter, le maillot vert, il y a le maillot du meilleur grimpeur, le maillot à poids, bien sûr le maillot jaune du meilleur coureur du Tour de France. Donc c'est dire qu'il appartient au meilleur coureur de ce Tour de France. Bravo à l'Érythréen Binyam Girmay. Effectivement, bravo à lui. N'oublions pas les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est bientôt. Bien sûr, sur la 3, du 26 juillet au 11 août 2024. La question LGT de ce soir, Borussia Dortmund, avec le recrutement de Serhou Guirassy. Sébastien Haller doit-il envisager un départ? Le 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone de la 3 et le téléphone sera ouvert dans quelques minutes. Pour l'instant, on marque une petite pause, le temps de la publicité, et on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Salut, c'est Christopher Opéry. J'envoie une grande force à tous les athlètes ivoiriens qui vont participer au JO. Voilà, grand soutien et force à vous.
Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Je suis toujours accompagné de coach Kwadjo Georges, Oui. de Jean-Philippe et de Balo. Et bien sûr, nous aurons une 4e personne, voilà, en plus des consultants, parce que plus moi, ça fait 5 personnes sur le plateau. Et c'est dans le focus de ce soir. On part donc pour le focus. On y va. La saison 2023-2024 a rendu son verdict depuis plus d'un mois. En attendant la cérémonie des awards, qui mieux que le premier responsable de la Ligue professionnelle de football pour nous faire le bilan de l'exercice écoulé et parler des perspectives de la nouvelle saison pleine de promesses. Nous recevons donc sur le plateau de la Grande Team M. Salif Bictogo, président de la Ligue professionnelle de football. Bon, président, du coup, vous allez faire le tour de table. Effectivement. Merci Pour les bien. dames, on ne peut que... Oh, vous êtes bien aimable. Allez, prenez place. On vous laisse Merci. vous installer confortablement. Merci. Nous sommes donc en direct sur la 3 et nous recevons le président de la Ligue professionnelle de football, M. Salif Bictogo. Bonsoir, président. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Merci à vous, le merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et puis, déjà, quel bilan vous faites de la saison 2023-2024, président? Pour faire le bilan sommairement, on pourra dire qu'on a fait une belle saison. Une belle saison où le football a eu droit de citer. C'était un championnat serré. Parce qu'on a vu que le champion a été FC San Pedro. Ouais. Donc on a un peu changé la routine. Avec un vice-champion au stade d'Abidjan, qui revient de loin. Ouais, Tu reviens de la Ligue 2, je crois, il y a 3 ou 4 ans. Et tu aujourd'hui es vice-champion. exactement. Donc, il y a eu un beau championnat. On a un beau champion des deux côtés, que ce soit au niveau de la Ligue 2 et de la Ligue 1. Donc, je suis satisfait de cette année du championnat. Bon, une belle saison, certes, mais vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'on a eu une saison très mouvementée. Vous savez, on est dans un monde de passion. Oui. Quand on dit football, il y a la passion. Donc, il y a souvent des mouvements d'humeur. Mais après, ce qui est formidable chez nous, les sportifs, après les mouvements d'humeur, on se retrouve autour d'une table et puis le football continue de tourner. Justement, en parlant d'un mouvement d'humeur, bon, vous dites on se retrouve autour d'une table, le football continue. Bon, qu'est-ce que vous avez à dire déjà, comment vous vous sentez après ces gens qui vous ont accusé, le cas de l'Africa Sport, on parle du cas de l'Africa Sport, qui a fait couler beaucoup d'encre et même de salive. On a dit, bon, la FIFA veut maintenir le club vert et rouge en Ligue 2. Après, on dit, bon, la FIFA va plutôt dans le sens du club vert et rouge. Bon. Comment vous vous sentez finalement? Je crois que vous avez un peu répondu à la question. On n'est jamais satisfait d'une décision. Oui. Une loi n'est jamais parfaite, selon l'application. Mais je crois que l'Africa aurait aussi pu dire que c'est elle-même qui nous a saisis pour suspendre la compétition afin de juger tous les dossiers litigieux et puis reprendre la compétition. Nous n'avons qu'à accepter ce qu'ils avaient demandé. Nous avons trouvé logique on devait surseoir à la compétition, puisque les commissions sont indépendantes. Ouais. Elles ne dépendent pas de nous, comme on dit, elle est indépendante. Et traiter tous les dossiers, nous avons demandé à ces commissions d'accélérer afin qu'on puisse jouer les compétitions. Nous ne faisons que les organiser. Et quand les résultats sont tombés, nous les avons repris le championnat. En tout cas, l'arbitrage a été vraiment au cœur des débats. Jean-Philippe ne dirait pas le contraire. Bien évidemment, Marie-Christine, président, la Ligue de football professionnel concerne la Ligue 1 et la Ligue 2. Au niveau de la Ligue 1, je dirais qu'on a eu véritablement des gentlemen pendant les rencontres, pas trop de soucis. Mais au niveau de la Ligue 2, le problème d'arbitrage, vous avez à le décrier vous-même. Moi, je me lance déjà dans les perspectives. Quand sera-t-il réellement l'année prochaine? Non, je crois que au niveau de la commission de l'arbitrage, ils prennent des dispositions pour que l'année prochaine, on ait moins d'erreurs. L'erreur est humaine. C'est quand on persiste dans l'erreur que ça devient diabolique. Je pense que des dispositions seront prises par mon collègue président de la commission, M. Kalou Bonaventure, pour que certains matchs ont été décriés
soit corrigé. Bon, vous savez que même en Europe, hein, même malgré la technologie, il y a des erreurs d'arbitrage. Nous ne sommes que des humains. Nous devons travailler ensemble et continuer. Bon, maintenant, dire que les arbitres ont fait des erreurs, parfois on dit qu'ils sont corrompus, mais s'il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Exactement. Donc il faut chercher à tous les niveaux. Nous devons assainir notre football et nous devons tous ensemble, journalistes, présidents de clubs, assainir ensemble ce football. Il y a un maillon essentiel dans la tenue d'une rencontre qui très souvent est ignoré par, je dirais, le public lambda. Ce sont les secrétaires généraux, Monsieur le Président. On sait qu'ils jouent un rôle assez spécial lors des rencontres parce que ce sont ceux-là même qui vont très souvent à la table des officiels pour poser les réserves, aiguiller un peu leurs joueurs et sur plein d'aspects. On a senti ces dernières années qu'au niveau de la Ligue, on a voulu avoir des professionnels sur le banc, notamment au niveau des entraîneurs. Mais du côté des secrétaires généraux, pour l'instant, rien n'a été décidé. Il n'y a pas un profil qui a été défini de personnes bénéficiant de formation fédérale pour avoir donc ce rôle de secrétaire général des clubs. Est-ce que la Ligue se penche sur cette question pour pouvoir bien encadrer cette fonction? Je crois que la formation même doit se faire à tous les niveaux. Il y a même des présidents de clubs qui ignorent même les règles du jeu. On doit s'appuyer, même certains entraîneurs, parce qu'on a vu même pendant des matchs, des entraîneurs passer leur temps à invectiver les arbitres plutôt que de s'occuper de l'équipe, de leur équipe, de les replacer. Et ça, je crois que la formation est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux qu'on doit faire. On ne finit jamais d'apprendre. Même nous-mêmes, nous devons continuer à apprendre. Et j'espère que votre proposition sera la bienvenue et nous allons étudier. D'accord. Et Président, concernant le cahier de charges tel que demandé par la CAF, est-ce que tous les présidents de clubs respectent ce cahier de charges? Je crois que tous les clubs sont déjà au travail parce qu'on ne peut pas démarrer le championnat sans qu'aucun ne puisse prétendre avoir... On ne t'autorise même pas à participer si tu ne remplis pas le cahier de charges. Pourquoi le cahier de charges, il est simple aujourd'hui. Et tu es obligé d'avoir une administration moderne. Tu es obligé d'avoir toutes les catégories au niveau des jeunes. Tu es obligé d'avoir au niveau de l'encadrement technique un directeur technique de bon niveau. Tu dois avoir un grand entraîneur. Donc je crois que la plupart des clubs les remplissent. Et on continue ils ont déjà même commencé. Vous savez que le football évolue tellement. À notre époque, on n'avait pas besoin d'avoir un compte d'exploitation certifié par un expert comptable. On n'avait pas besoin. Tout ça, tous les clubs le font aujourd'hui. C'est vrai que ça a un coût, mais on est obligé de suivre le développement. Voilà. Venons, vous allez poser cette question, ne vous inquiétez pas. Venons justement à ce coût. Tous les clubs avec les problèmes financiers, tous ces clubs-là ont énormément de problèmes financiers pour pouvoir remplir ce cahier de charges, s'offrir des oiseaux rares et tout. Donc, est-ce que vous avez mis en place quelques solutions pour régler ces problèmes? Vous savez que l'argent ne suffit jamais. Des clubs même en Europe sont obligés de faire appel à beaucoup de sports ou d'emprunter même auprès de banques pour pouvoir boucler leur budget. Et c'est ce que vous conseillez? Oui, le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est que tous les clubs démarrent le championnat avec un déficit. Un déficit pourquoi? Parce que les spectateurs ne viennent plus au stade. Exactement. Et c'est ça le drame. À l'époque, on remplissait les stades. Bon, aujourd'hui, quand le spectateur va te répondre « Non, il n'y a pas de beau jeu », mais il y a un beau jeu. Ils ne viennent pas au stade. Ils ne peuvent pas savoir s'il y a un beau jeu. C'est vrai qu'on ne peut plus avoir beaucoup. On ne peut plus avoir Ben Badi. Bon, on doit aimer ceux qui sont là. Parce que chaque année, la Côte d'Ivoire transfère au minimum, chaque équipe transfère au moins un élément. Donc ça veut dire qu'il y a de la qualité dans notre championnat. Il faut que les stades puissent déjà couvrir une partie de leurs frais. Quand vous prenez une équipe A qui se déplace à Boaké, qui doit aller aux mises au vert, tout ça, qui doit aller la veille du match, ça va lui coûter au bas mot à peu près 1 million. Il arrive, il encaisse 1000 francs. Il y a un problème. Un véritable problème. Voilà. Donc, sans recette, c'est vrai que les clubs ont des difficultés. C'est pour ça qu'on respecte les dirigeants des clubs. Beaucoup font mettre en danger leur propre activité. Mais, puisque je le dis souvent, nous sommes des ONG à la disposition des clubs parce que nous sortons des jeunes de la précarité pour en faire de certains des riches d'aujourd'hui.
D'accord. Donc, pour le problème financier, qui pense à, Pour le problème des prêts bancaires? Non, pas des prêts, mais des emprunts. Je veux dire, il y a ça. On est obligé de faire face aussi à chercher des sponsors. Il faut dire qu'au niveau de la Ligue professionnelle, il y a quand même au niveau de la Ligue 1, il y a les droits télé qui permettent au club d'avoir au moins 100 millions. Je crois que j'ai été président pendant longtemps, depuis 24 ans. Je savais combien on touchait à l'époque. On est parti de 2,5 millions, 16 millions, pour arriver aujourd'hui à 100 millions. Okay. Donc je crois qu'au niveau de l'instance fédérale, beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, au club, d'avoir des partenaires, ce n'est pas facile, mais ils sont obligés d'avoir des partenaires pour boucler leur budget. D'aucuns disent qu'on transfère les meilleurs éléments, mais c'est une manière aussi de boucler son budget. Oui, bien sûr. Voilà, bien donc sûr. Voilà, certains clubs en Europe vivent de ça. Ils savent qu'ils doivent placer certains joueurs pour boucler le budget. S'ils ne le font pas, ça c'est la première des choses. Aujourd'hui, les compétitions africaines rapportent aussi une bonne manne. Donc il faut faire en sorte pour être parmi les 4 premiers, enfin les 3 premiers, pour soit être vainqueur de la Coupe nationale. C'est aussi un chemin pour avoir des moyens. Très bien, Président. Président Victor Hugo. Oui, Balo, allez-y avec votre question. J'ai 2 questions pour vous. Ouais. Déjà, concernant les problèmes d'arbitrage qui ont été soulignés, il faut dire qu'il y a eu des conséquences qui ont découlé de ces problèmes-là. On a eu, surtout en Ligue 2, de manière répétitive, des équipes qui quittaient régulièrement les pelouses. Est-ce que ces équipes-là s'exposeront à d'éventuelles sanctions au cas où ces genres de comportements ne sont pas justifiés la saison prochaine? Et la deuxième question, vous avez dit qu'on n'a pas beaucoup et qu'il faut aimer les joueurs qui sont présents. Alors, quels sont les moyens qui seront déployés pour permettre justement au public qui souhaite avoir du spectacle, qui souhaite avoir de la qualité, d'aimer ceux qui sont là? Je crois déjà que le championnat de cette année va avoir un autre goût. Il y a plus de 10 ans où on n'avait pas les 4 clubs historiques dans notre championnat. Quand ce n'était pas le Stella ou le Stade qui était en 2e division, c'était l'Africa. Ouais. Aujourd'hui, on a les 4 clubs historiques. C'est important dans un championnat de football. C'est comme si en France, vous enlevez Marseille, vous enlevez Lyon. Ça n'a plus la même saveur que quand il y a Lyon ou Marseille. Aujourd'hui, on a la SEC, l'Africa, le Stade et le Stella. Ça fait déjà les 4 clubs historiques qui sont là. Donc, on verra des vrais derbys. Et ça, je pense que ça peut attirer le monde. Et en plus, on a de nouveaux stades grâce à la CAN. Et quand on sait qu'un match à SEC Africa va se jouer au stade du Fauboigny, un match à SEC Stella va se jouer au stade du Fauboigny, il y a San Pedro Africa au stade Laurent Pokou, Korogo va être dans sa base à l'AGC, Yamoussoukro, El Dassoua sera à Yamoussoukro. Je crois qu'on ramène le football vers le peuple dans les différentes villes. Et je pense que ça va drainer du monde. Et ça, c'est ce piment-là, de ces clubs historiques-là, qu'il fallait ramener en première division. Et je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et les clubs qui ont quitté régulièrement... Là, vous partez pour 3 questions. Non, c'est la question, la deuxième question. Merci de me défendre. Il n'y a pas eu de réponse. Laquelle, non? L'arbitrage. Non, le fait que les équipes, de manière répétitive, ont quitté les... Ah oui, les stades. Les stades. Vous savez, c'est pour ça qu'il a parlé de formation. Il faut former les dirigeants. Ils savent que quand tu quittes le stade, tu perds le match, ça c'est automatique. C'est clair dans le football. Quelle que soit l'injustice que tu subis, tu dois terminer un match. Il faut respecter les spectateurs qui sont venus voir le match. À partir de ce moment, tu termines le match. Ou s'il y a une faute technique, tu arrêtes, tu mets la balle en touche et tu fais une réclamation et tu continues ton match. Et justement, pourquoi la FIFA n'a pas appliqué cette règle? On a appliqué la règle. La règle est appliquée. Oza est sorti du stade. Quand les équipes quittent au stade? Oui, Oza est sorti du stade contre Bergerville, elle a perdu son match. La RCA est sortie du match contre Boaké, elle a perdu son match. Et là, la RCA, par exemple, quand elle sort du stade, elle pénalise son joueur Kanté. Tu aurais dû être le meilleur buteur, et tu te retrouves avec un but en moins. Donc je crois qu'il faut aussi savoir perdre et savoir gagner. C'est la loi du sport. Et je dis, comme le disait le président Oufouette, l'injustice se répare, le désordre dérange. Donc il faut plutôt, nous avons obligation d'assurer le maintien de l'ordre. Et nous allons corser
ces amendes parce qu'elles n'étaient pas corsées pour que ces genres de comportements ne se visent pas. Nous avons obligation, nous éduquons des jeunes gens. Nous n'avons pas le devoir de leur dire de sortir du stade. Ce n'est pas un bon exemple. Très bien. Avant la question de coach Kouadio-Georges, je sais que vous avez hâte aussi de poser une question. Oui. Voilà, ce soir, on essaie de cuisiner un peu le président. Non, il ne faut pas le cuisiner. Le président de la Ligue professionnelle de une bonne partie. Voilà, si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3. Nous recevons dans le focus de ce soir M. Salif Bictogo, président de la Ligue professionnelle de football. Justement, à quand la Ligue professionnelle de football, quand est-ce qu'elle va devenir autonome? Bien sûr, vous savez que l'autonomie est une chose qui demande beaucoup de moyens. Déjà, en Côte d'Ivoire, on est autonome de par nos décisions, de par notre organisation. Mais le nerf de la guerre, c'est les ressources. Bien sûr. Et souvent, bon, en Côte d'Ivoire, on a l'avantage d'avoir les droits de télé d'une chaîne cryptée. On espère que aussi, même de la RTI. On espère. Aussi de la RTI, qui est un sponsor de notre compétition. Mais ça ne suffit pas pour rendre la Ligue totalement autonome. Dans le programme du candidat, pas du candidat, du président Idriss Diallo, on a prévu l'autonomie de la Ligue professionnelle. On y travaille, ça va se faire, mais pour le moment, il y a l'unicité des caisses. Donc c'est la FIF qui délègue, mais on va y arriver au fur et à mesure qu'on pourra réussir à avoir de gros montants au niveau des droits télé. Et ça que je pense que l'autonomie se fera au fur et à mesure. Et vous avez parlé tout à l'heure du président Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Vous avez fait votre entrée dans le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Non, déjà, je participais déjà en tant que président de la Ligue professionnelle et conseil spécial du président Idriss Diallo. Je participais au comité exécutif. Bon, j'ai été nommé vice-président. Bon, je remercie le président Idriss Diallo, mais je crois que je faisais à peu près le même travail. C'est un galon de plus, mais ce n'est pas un cumul. On espère. On espère que ce n'est pas un cumul. Non, ce n'est pas un cumul, parce que être président de la Ligue, automatiquement, même, tu dois être vice-président du comité exécutif. Mais dans notre programme, comme on souhaitait l'autonomie de la Ligue, on a espéré le faire le plus tôt. Comme on n'a pas eu les ressources nécessaires, on retourne et ensemble, on va continuer à rechercher les moyens de l'autonomie. D'accord, on espère que vous allez trouver les moyens. Oui, coach Kouadio-Georges, allez-y. Soyez le bienvenu, président. Merci coach. Moi, je parlerai des entraîneurs et surtout au niveau de notre syndicat. Nous avons constaté qu'il y a un président du club qui a dit comme ça qu'un entraîneur aurait changé quelques mots sur son contrat. Et c'est passé au tribunal. Et ça me surprend qu'un contrat soit signé entre deux personnes, le président du club, le joueur, et qui arrive à la fédération, et que le président du club trouve que ça a été modifié quelque part. Ça me surprend. Et donc, je vous en parle. Et nous souhaiterons qu'il y ait quand même une commission qui gère ces contrats-là, tous, pour qu'ils ne puissent pas avoir ce genre de comportement. Mais je ne voudrais pas citer le président ici, puisque l'affaire est au tribunal. Mais je dis que c'est grave qu'on puisse accuser les entraîneurs d'avoir un peu falsifié un contrat. On ne juge pas les affaires, on ne commande pas les affaires qui sont en justice. Mais pour ma part, je dirais qu'un contrat se fait en 3 exemplaires. C'est ce qu'on demande au niveau de la Ligue et de la direction exécutive. Donc je suppose que l'entraîneur a un contrat signé par le président, que le président a un contrat et un contrat qui est à la fédération. Donc logiquement, je pense que c'est un sujet où la solution est la plus facile à trouver. On verra qui a falsifié et qui ne l'a pas, puisqu'il y a au moins 3 exemplaires. Voilà. Donc, mais je souhaite que vraiment
il y ait une commission. Nous souhaitons qu'il y ait... Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous viendrons vous voir parce que ça, c'est maintenant entre le syndicat et la fédération et vous. Nous viendrons vous voir pour un certain nombre de doléances, de demandes. Mais ce n'est pas sur le plateau de la télévision. Bien sûr, merci beaucoup de préciser. Mais pourtant, il a bien commencé sur le plateau. Voilà. Laissez, Président, je lui donne même un carton jaune pour vous. Ah voilà. Oui. Heureusement. Bon, Président, justement, à quand l'ouverture de la saison prochaine? L'ouverture de la saison prochaine est déjà ouverte parce qu'on a commencé déjà la qualification au niveau des licences. Les clubs, puisque la compétition africaine commence déjà au mois d'août. Oui. Donc elle est déjà ouverte depuis le 1er juillet. Ils ont commencé à qualifier les licences. On aura l'ouverture de la saison sur le plan des compétitions le 8 septembre, parce que la Côte d'Ivoire joue le 6, les éléphants jouent le 6 à Boaké. On jouera la Coupe Oufouboigny le 8, Inch'Allah, à Yamoussoukro. Et la Ligue 1 va démarrer le 14 septembre, suivi de la Ligue 2 le 20 septembre. Tous les programmes sont déjà émis. Et à quoi on doit s'attendre pour cette nouvelle saison? Pardon? À quoi on doit s'attendre pour cette nouvelle saison? C'est ce que je vous ai déjà dit. L'année dernière, on a joué 240 matchs au niveau de la Ligue 1 avec 80% de nos matchs joués au Champrou. 132 matchs en Ligue 2 joués sur les différents complexes. Cette année, il faut s'attendre qu'on commence à faire la répartition des stades. Je vous l'ai dit tantôt, il y aura la SEC, l'Africa et la FAD. La FAD du plateau seront logés au stade Oufouboigny. Donc on a de nouveaux stades. Il y a le stade de Bingerville, le stade municipal. Il y aura le stade, le Stella, Sol FC. Donc on essaie de faire la répartition selon les stades. Donc je dis que le football sera plutôt national cette année, plutôt qu'abidjanais. D'accord. C'est bien dit, Président. Alors, on reçoit donc sur ce plateau M. Salif Bitogo, président de la Ligue professionnelle de football. En mot de fin. Mon mot de fin, c'est encore réitérer mon appel au monde sportif de venir soutenir leur équipe. On aura un beau championnat cette année. Il faut se dire que dans l'équipe nationale qui a remporté la CAN 23, il y a quand même 40% des éléments qui sont sortis de notre championnat local. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas du beau football ici. Il faut venir soutenir pour que ces jeunes gens d'aujourd'hui soient les meilleurs éléphants de demain. Donc c'est cet appel-là que je lance. Et j'espère que la rivalité entre la SEC et Africa va tirer, parce qu'on disait que c'était les locomotives qui devaient tirer les autres. Mais je crois qu'il y a de nouvelles locomotives comme les RCA, les FC San Pedro. Donc, je pense qu'on aura du beau football l'année prochaine. Tout ce que nous attendons, c'est le public. Et vous aussi, vendez nos matchs. Oui. Merci beaucoup, Président, pour la dernière phrase. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu favorablement à notre appel. Et puis ici, c'est chez vous. Voilà, vous venez quand vous voulez. D'accord, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Salif. Et bonne continuation Bitogo, à la merci. Président de la Ligue professionnelle de football. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. Vous ne bougez surtout pas, très chers téléspectateurs. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct sur la 3 et bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, parce que nous passons à l'actu. On y va. La question LGT, Borussia Dortmund, avec le recrutement de Serhou Guirassy, Sébastien Haller doit-il envisager un départ? Bon, avant d'ouvrir le débat sur le plateau, on regarde cet élément préparé par la rédaction. On y va. Borussia Dortmund, avec le recrutement de Serhou Guirassy, Sébastien Haller doit-il envisager un départ? Messieurs sur le plateau, à vos panneaux, un oui ou un non, s'il vous plaît. C'est un oui pour coach Kouadio Georges et Ballot et c'est un non pour Jean-Philippe. Coach Kouadio Georges, je vous écoute. Oui, moi j'aurais souhaité que Haller
parte parce que quand il est arrivé, il y avait une grande confiance. Et puis par la suite, il a été mis en minorité. Il y a aussi ses blessures, ses constantes blessures. Il a été mis en minorité. Et on recrute encore un nouvel entraîneur. On recrute, on change d'entraîneur et on recrute un autre avant-centre, Guirassy, qui arrive. Et ça fait un peu de trop pour quelqu'un qui est constamment blessé et qui, aujourd'hui, n'a pas un temps normal de jeu. Et encore, on vient lui mettre un autre attaquant qu'on recrute. Ça veut dire que ça va être difficile pour ce garçon. C'est vrai qu'il est le plus gros contrat du club. Ouais. Mais cela ne peut pas l'empêcher, s'il a vraiment d'autres propositions ailleurs, c'est parce qu'il a marqué qu'un seul but, je pense, mais il peut avoir d'autres propositions parce que ce n'est pas un mauvais joueur. C'est un très très bon joueur, mais qui n'a pas un temps de jeu et qui a des constantes blessures. Donc, si un club veut lui faire confiance, pour moi, il peut y aller. Mais si on ne lui fait pas confiance et que son contrat court, il est obligé de rester au club. Bien entendu. Voilà. D'accord. Mais pour vous, il devrait envisager un départ. Un départ. D'accord, OK. Bon, donc Sébastien, alors doit-il envisager un départ, hein? On a un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie, Christine, Bédré. Oui, M. Diomandé, bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir à toi. Bonsoir, chef. C'est vraiment, tu es un vrai coach. Bon, je salue le plateau. Bonsoir. Voilà, vous saluez Ballot et Jean-Philippe aussi. Voilà, Ballot et Jean-Philippe, vraiment. Le seul qu'il faut dire, Ballot. Allez, on vous écoute, M. Diomandé Mamadou. Alors, Sébastien Haller, est-ce qu'il doit envisager un départ? Ouais, notre chéri Al Sébastien, le buteur porté de l'équipe nationale 3 étoiles, franchement, il a eu trop de problèmes avec Dortmund. Problème de maladie, et puis il y a un nouveau entraîneur qui vient, il recrute un Allemand attaquant, et au chéri qui prend son poste, et à la suite encore, voici un autre attaquant qui vient, alors qu'il n'a pas encore trouvé ses jambes. Vraiment, ça va beaucoup le pénaliser. Et moi, ce que nous souhaitons pour lui, c'est la prière pour qu'enfin il retrouve sa force et son jeu de buteur patenté pour qu'en France, une équipe puisse l'appeler pour qu'il change de club. Pour le moment, franchement, moi, ce que je demande à Sébastien, s'il a un contrat ailleurs, il n'est qu'à Dortmund. Donc, c'est vrai, il a eu le plus gros contrat de Dortmund, c'est vrai, mais vraiment, il y a trop de pouvoir là-bas. Donc, moi, ce que je veux, il n'est qu'à changer de club, il n'est qu'à changer d'équipe. Si Dieu le veut, on va prier pour lui. Il va encore avoir un bon club où il va briller encore et sera le meilleur buteur. Avec Sébastien à l'heure, il y a toujours des buts. La 3, on l'attend. Toujours. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. La question, Borussia Dortmund, avec le recrutement de Serhou Guirassy, Sébastien Haller doit-il envisager un départ? C'était donc oui pour coach Kouadio Georges, oui aussi pour Ballot, et un non pour Jean-Philippe. Donc avant d'entendre Ballot, on va écouter Jean-Philippe. Écoutez, moi je le dis tout net, normalement il ne devrait pas être parti parce que c'est une décision de raison plutôt qu'une décision d'émotion. Pourquoi il ne devrait pas partir? Il a signé pour 4 ans. Ça fait 2 ans qu'il est à Dortmund. Il n'est pas constamment blessé. Loin de là. La première saison, il était éloigné des stades sur une longue période pour cause de maladie. Quand il est revenu, il a terminé la saison avec Dortmund. Il a joué une dizaine de matchs. Il a terminé la saison avec 9 buts en championnat. Il était co-meilleur buteur du club. Pour quelqu'un qui n'a pas joué sur une longue période, qui est revenu d'une maladie aussi grave, je pense que ses statistiques étaient plus qu'encourageantes. Ensuite, il y a eu le fait de la saison où il a manqué le pénalty qui aurait dû permettre à Dortmund d'être sacré champion d'Allemagne. Est-ce à ce moment-là que la confiance entre l'ex-entraîneur et lui, tout simplement, a été entamée? On ne le saura pas. Quoi qu'il en soit, lors de la saison écoulée, l'entraîneur, tout simplement, lui a réitéré sa confiance. Sauf que, en temps, l'entraîneur a fait venir un attaquant Füllkrug. Quand Füllkrug arrive à Dortmund, Sébastien Haller n'est pas blessé. C'est une décision du coach de le reléguer sur le banc de touche. Donc, il mettait le garçon sur le banc de touche jusqu'au mois de décembre. Le dernier match avant qu'il ne rejoigne la sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations, il décide de le faire entrer au cours d'une rencontre de la Coupe de l'Allemagne où il subit
un tacle quasi assassin qui le blesse. Qui crée une blessure, ouais. Il vient, malgré cela, en sélection, malgré le refus de l'entraîneur du club, il vient en sélection. Il fait une canne, je dirais, en termes d'abnégation magnifique, qui lui permet donc d'inscrire 2 buts et de permettre à la Côte d'Ivoire de remporter cette compétition. Quand il retourne au club, il se traite, il guérit, l'entraîneur le mettait sur le banc. Donc, à partir de ce moment-là, on n'est plus dans une assertion d'un joueur qui se blesse tout le temps. On est dans celle d'un entraîneur qui avait décidé, vaille que vaille, de ne pas le faire jouer. Quand un entraîneur vient en conférence de presse pour la Champions League, on lui pose la question, il dit le garçon, il est en forme. Le garçon va jouer, qui ne le met pas en demi-finale, ne serait-ce qu'une seule minute de temps de jeu, son choix est complètement fait. Enfin, lors de la finale de la Champions League, lorsque Dortmund encaisse ce premier but, il fait rentrer le même Sébastien Haller et Malen. Voilà, donc Terzic, pour lui, il n'était pas question qu'il fasse jouer Sébastien Haller parce qu'il ne voulait plus de Sébastien Haller comme son attaquant. Ils ont réalisé la saison qu'ils devaient réaliser. Ils ont joué la finale de la Champions League. Terzic a été limogé. Les 4 absolument sont rabattus. De toutes les façons, tous les joueurs professionnels le savent. Quand ils rentrent dans une maison, dans une nouvelle ville pour un nouveau club, ils gardent leur valise à l'entrée de la porte parce qu'à n'importe quel moment, ils peuvent se retrouver dans un autre univers. Donc pour vous, il n'y aura pas ce même souci avec le nouveau coach? Personne ici ne peut prétendre tout simplement savoir ce qui va se passer jusqu'à la fin de ce mercato. Et tous les clubs, peu importe, je dirais, leur puissance, ont toujours un prix sur lesquels ils cèdent finalement. Okay. Sébastien Haller est sous contrat. Ils ont acheté Guirassy, ils ont Moukoko. Si un club vient avec une belle offre qui va séduire le joueur et le club, il est évident qu'ils partent. Mais Dortmund, malgré toutes les rumeurs qui ont été données ça et là, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas fait de communiqué officiel pour mettre Sébastien Haller sur une liste de transfert. Donc, on le voit déjà, il est en séance de préparation avec le club, il est rentré de ses vacances, il s'entraîne avec l'équipe. Oui. Si jusqu'au début de saison, il est présent, il va devoir se battre pour avoir tout simplement son temps de jeu. Pour moi, j'estime que au moins sur cette saison, il devrait démontrer à tout le staff de Dortmund, je veux parler en dehors de l'entraîneur, de membres de l'équipe qui peut-être n'ont pas eu confiance en lui à un moment, je dis mais peut-être parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, il doit leur montrer toutes ses qualités, toutes ses capacités. Voilà, c'est un garçon qui connaît très bien le championnat, comme Guirassy. C'est un garçon qui a déjà brillé dans ce championnat-là auparavant. Il n'y a pas de raison que cette saison, il ne casse pas la baraque. Donc, il va aller dans la concurrence face à un autre attaquant africain. Et si l'entraîneur, contrairement à Terzic, décide de faire franc jeu et de donner le temps de jeu à tous les athlètes, il va devoir démontrer de quoi est-ce qu'il est capable. D'accord, mais pour vous, il ne doit pas envisager pour l'instant un départ. Oui, il a un contrat, il a un très bon salaire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il devait se risquer à forcément vouloir quitter le club. Très bien. Avant de vous entendre, Balo, permettez-moi de prendre un appelant, M. Siloué Pascal. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Sirasso, département de Korogo. D'accord. Bienvenue donc sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute avec le recrutement de Serhou Guirassy. Sébastien Haller doit-il envisager un départ? Ok, merci. D'abord, je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Oh, je vous en prie. Voilà. Je suis pour un départ. Ok. Quand tu es dans une famille, ça ne va pas, il faut changer. Voilà. Je pense qu'il doit partir. Ok. Il a beaucoup de talent, il peut évoluer ailleurs. Et je pense aussi qu'en tant que supporter de l'Africa, son jeune nom lui porte malheur. Son nom est le président de l'Africa. Monsieur Siloué Pascal, là c'est un autre débat. Ok, merci, bonne soirée. Merci à vous aussi pour votre participation. Allez, merci beaucoup, Monsieur Siloué Pascal. Bon, c'est pas la couleur jaune et noire qui porte malheur à l'heure. Oui, Balo. Moi, je dirais oui, parce qu'il doit prendre en compte 4 facteurs, selon moi. Le rapport de force, l'inconnu, la situation actuelle du club et le statut de la concurrence. Je m'explique. D'abord, le rapport de force. En ce qui concerne le rapport de force, il faut savoir que Sébastien Haller est handicapé parce qu'il n'a pas été titularisé par Edin Terzic. Ouais. Le nouveau venu, Serhou Guirassy, vient avec un statut incroyable, c'est-à-dire recordman du nombre de buts inscrits sous les couleurs, par un attaquant sous les couleurs de Dortmund avec 25 buts. De Stuttgart. De Stuttgart avec 25 buts. Donc il vient avec un statut quand même très élevé. Et en plus de cela, le transfert l'atteste, puisque le Dortmund a quand même déboursé une somme qui est tout de même
on va dire, assez élevé, 17 millions d'euros, 17,5 millions d'euros à peu près. Donc on constate qu'à l'heure, n'est pas titulaire et en plus, il devra faire face à un concurrent qui vient avec un gros statut. Donc le rapport de force n'est pas en sa faveur. Et en plus, l'inconnu. Tout à l'heure, Jean-Philippe Aurel disait, il n'est pas convaincu, on n'est pas tous convaincus de l'attitude qu'aura le nouveau coach du Borussia Dortmund envers Sébastien Haller. Donc, pour quelqu'un qui doit faire un choix de carrière, mieux vaut aller vers des certitudes que de rester dans l'inconnu. Si Sébastien Haller a une proposition de club où il est assuré d'être titulaire, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il va refuser d'aller avoir une place de titulaire vers un club qui va lui donner cette certitude que de rester dans un club où il y a un flou total. Et justement, par rapport à cet inconnu, il faut savoir que Niklas Füllkrug, qui lui a été préféré la saison passée et qui a marqué près de 13 buts, lui-même envisage un départ. C'est-à-dire que celui qui était titularisé par le Borussia Dortmund, qui a eu toute la confiance d'Edin Terzic et du club, envisage un départ soit vers l'Atlético Madrid ou le Milan AC. Si celui qui a eu de meilleurs stats que moi, parce qu'il était titularisé, envisage un départ, pourquoi est-ce que Sébastien Haller, qui n'est pas titularisé, qui n'a pas eu la confiance de l'entraîneur, décidera de rester? Ça, c'est la grande question. Et il y a aussi la situation actuelle du club. J'ai vu, avant de venir sur le plateau, la déclaration de Sébastien Kell, le directeur sportif du club, qui affirmait qu'avec 4 attaquants, ils sont conscients que le Borussia Dortmund ne va pas évoluer avec ces 4 attaquants. Sous-entendu qu'ils vont peut-être pousser vers la sortie un certain nombre d'attaquants. Et il y a aussi les indicateurs qui ne sont pas rassurants. Le numéro 9 de Sébastien Haller sera attribué à Serhou Guirassy. Ça, c'est un indicateur qui n'est pas très rassurant, en plus de la déclaration de Sébastien Kell qui continue en disant qu'ils vont maintenir la concurrence parce que le Borussia Dortmund veut réussir coûte que coûte, vaille que vaille. Donc pour ces raisons, moi j'estime que le risque, véritablement, il ne faut pas prendre le risque et que le risque pour Sébastien Haller, c'est de rester dans l'inconnu, dans des perspectives qui ne sont pas en sa faveur. Raison pour laquelle, pour vous, Sébastien Haller doit envisager un départ. On verra les statistiques tout à l'heure rapidement. Excusez-moi, messieurs, nous avons un appelant. Monsieur Fofana Média, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, monsieur Fofana Média. Bonsoir, Malik. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir, monsieur. Voilà, on vous écoute, monsieur Fofana Média. Est-ce que Sébastien Haller doit envisager un départ pour vous? Bon, si tu as ta place, il doit envisager un départ. Oui, parce que vraiment, ce dernier, depuis qu'il est rentré dans cette club-là, il n'a jamais eu la chance d'avoir au moins 3 mois sans une blessure. Bon, quand tu dis ça là, vraiment, moi, si je suis à sa place, je vais demander à partir, même si je n'ai pas autre club, je préférerais d'aller m'asseoir un peu pour réfléchir encore. Ah bon? Mais quelqu'un qui n'a pas le temps de jouer, vous voulez que je ne fasse pas? Et regarde, quand il est venu à la canne là, ils nous ont montré qu'il est meilleur. Le but qu'il nous donne là, ça nous donne le coup. Exactement. La coupe plutôt. Exactement. Vraiment, c'est des choses, on ne doit pas trop en parler. Sébastien Haller, il doit quitter là-bas définitivement pour chercher un autre club où il a le temps de jouer. Et d'ailleurs, même, il n'a pas la chance à avoir cette club-là. Toutefois, il est blessé. Toutefois, il a des maladies graves. Vraiment, il n'y a pas à me poser l'antenne. Et bonne soirée à vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup toujours. Merci beaucoup. La 3, vraiment, que la 3 puisse aller devant toujours. Amen. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Merci beaucoup à vous aussi pour votre participation qui nous appelait donc de Boaké. Donc pour lui, Sébastien Haller doit envisager un départ. Les statistiques avant JP, il nous reste quelques petites minutes, je crois, avant la fin de l'émission. Les statistiques de Serhou Guirassy déjà. Oui, donc par rapport aux statistiques de Serhou Guirassy, guinéen qui est âgé de 28 ans, qui évolue au poste d'attaquant, lors de cette saison, lors de la saison 2023-2024, la saison écoulée, c'est 28 matchs, 28 buts lors de cette saison. Et lors de la saison précédente, la saison 2022-2023, c'est 22 matchs et 11 buts pour Serhou Guirassy. Donc, il est en nette progression. En nette progression et les statistiques de Sébastien Haller, notre champion d'Afrique. Les statistiques de Sébastien Haller, tout en précisant qu'il n'a pas disputé beaucoup de matchs. Donc, Ivoirien, âgé de 30 ans, évoluant au poste
d'attaquant. Saison 2023-2024, 18 matchs pour un seul but. Saison 2022-2023, 9 buts en 21 matchs. Voilà, et en plus, avec un statut de remplaçant, bon, on a un peu peur aussi pour l'atout numéro 1 des éléphants. Puis je vous laisse vous exprimer rapidement. Je pense que Balo, lui-même, il a employé un terme qui résume le fait qu'à l'heure n'est pas dans l'inconnu. Il a dit, Sébastien Kehl a estimé que cette année, la concurrence allait prévaloir sur tout autre aspect concernant les attaquants qu'ils ont. Le premier élément, ils sont 4 attaquants, il y a forcément un qui va devoir partir. Mais il n'a pas cité l'attaquant qui devra partir. Ah, c'est un inconnu. Le second élément, non, ils le savent. Ça, c'est pas un inconnu, ils le savent. Pour à l'heure. Allez-y, Balo, s'il Je vous ne plaît. parle pas d'à l'heure. Voilà. Oui. Il a dit il y a 4 attaquants, un qui va partir. Quand on est un manager, on a déjà défini parmi les 4 celui sur lequel on est susceptible tout simplement de mettre le statut de joueur en vente. Okay. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, il a dit la concurrence va prévaloir. Après, moi, la concurrence va prévaloir. À l'heure, vous repart avec une feuille blanche. Et pour terminer, je dirais que c'est Guirassy qui vient plus dans l'inconnu. Il vient trouver un attaquant, certes, qui n'avait pas la confiance de l'ancien entraîneur, mais il connaît très bien ses coéquipiers, alors que lui vient d'une équipe où il n'a pas encore les automatismes avec les joueurs. Et rien ne nous signifie que Guirassy va réaliser la même saison qu'il a réalisée l'année dernière. Voilà ce que je voulais dire concernant... D'accord, Borussia Dortmund, avec le recrutement de Serhou Guirassy, Sébastien Haller doit-il envisager un départ? Je pense que nous avons eu des éléments de réponse sur ce plateau avec les intervenants. Aussi, la grande team ce soir, de ce lundi soir, c'est terminé. Il est l'heure, messieurs. Mais bon, c'est pour mieux se retrouver demain. Hein. Merci beaucoup, merci Balo. Oui, je vous en prie. Merci Jean-Philippe, merci coach Kouadio Georges. Merci la grande. Merci très chers téléspectateurs. Rendez-vous est donc pris demain 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.